Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui peut sembler, hmm, disons, un peu intimidant. Voire austère. Oui, voilà, austère, les fondations de la comptabilité. On s'appuie pour ça sur un cours de comptabilité marocain, celui du professeur Alal Alindi Fadi. Un support très clair d'ailleurs. Tout à fait. Mais je préfère le dire tout de suite, notre but, ce n'est pas de devenir comptable en une demi-heure. Non, heureusement. C'est plutôt de comprendre l'outil de base qui fait tourner n'importe quelle entreprise. Le compte. On va essayer de voir ça un peu comme si on apprenait la grammaire d'une langue. Pas pour devenir académicienne, mais pour enfin comprendre les histoires qu'elle raconte. C'est une excellente approche. Parce que c'est exactement de ça qu'il s'agit. C'est une forme de narration. Ah, Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer ce qu'est un conte, voir comment il fonctionne, mais surtout, pourquoi sa présentation a évolué. On va voir que derrière ce concept qui paraît aride, il y a une logique fascinante d'équilibre et de clarté. une quête philosophique en comptabilité, l'idée me plaît. Alors, allons-y. On y va. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est, au fond, un compte? Alors, la définition la plus simple qu'on trouve dans nos sources, c'est le compte est un tableau sur lequel sont reportées toutes les opérations de même nature. De même nature, d'accord. C'est ça. C'est un contenant spécialisé. On va avoir un compte pour la caisse qui ne va gérer que l'argent liquide, un autre pour la banque, un compte pour les achats, un pour les salaires, un pour les ventes. Chaque compte, c'est un peu comme un personnage. Il a son propre rôle. Et ce personnage, il fait partie d'une hiérarchie, si je comprends bien. Le cours mentionne que les comptes, c'est le niveau le plus détaillé. Oui, Il se regroupe ensuite en postes, puis en rubriques et enfin en classes. Donc le compte, c'est vraiment le soldat sur le terrain, celui qui enregistre chaque mouvement. exactement. C'est l'atome de l'information financière. Et si ces atomes sont mal enregistrés, toute la structure, tout le bilan de l'entreprise devient bancal. D'accord, alors justement, parlons de la façon dont on enregistre ça. Ce qui m'a vraiment surprise, c'est de voir que ce fameux tableau a eu plusieurs formes. On va commencer par la plus ancienne, la classique. Oui, le compte à colonnes séparées. Il faut vraiment l'imaginer comme une grande page coupée en deux. Un trait au milieu. Voilà. À gauche, on note tout ce qui entre, les augmentations, et à droite, tout ce qui sort, les diminutions. C'est très binaire, très direct. L'exemple du compte caisse de l'entreprise Atlas est parfait pour ça. À gauche, les entrées, un avoir initial de 5000 dirhams, puis des ventes de bois. À la fin du mois, le total des entrées est de 26 000. C'est ça. Et de l'autre côté, à droite, les sorties. Le loyer, 2 000, un achat de bois, les salaires. Et là, le total est de 16 000. Voilà. Et c'est là qu'on touche au cœur de la logique comptable. Ah, Si 26 000 sont entrés et 16 000 sont sortis, il reste 10 000. logiquement. Mais le comptable, lui, il ne s'arrête pas là. Pour lui, le tableau est déséquilibré. Il n'aime pas le vide. Pas du tout. Il va donc prendre ces 10 000 restants, ce solde, et il va l'inscrire dans la colonne la plus faible, celle des sorties, Ah d'accord, pour que le total de droite devienne lui aussi 26 000. pour que les deux totaux soient parfaitement égaux. L'égalité est le but ultime. C'est là que la source dit cette phrase qui m'a marquée. On peut dire que les comptables sont des amoureux de l'équilibre. C'est une très belle formule. Ça change tout, ce n'est pas juste un calcul, c'est un principe d'harmonie. On veut s'assurer que l'histoire est complète, que chaque ressource qui est entrée a bien une destination. C'est exactement ça, une philosophie de la conservation de la valeur. Rien ne se perd. Chaque dirham est soit dépensé, soit encore là. L'équilibre garantit qu'on n'a rien oublié en route. C'est un système auto-vérificateur en quelque sorte. Totalement. Je me souviens dans mon premier stage, j'ai passé 2 jours à chercher une erreur de quelques centimes parce que mes totaux ne tombaient pas juste. Oh là là. C'est là que j'ai compris cet amour de l'équilibre. D'accord, je vois mieux. Et c'est là bien sûr que le jargon arrive. On ne dit pas entrée et sortie. Non, ce serait trop simple. La colonne de gauche, les entrées, s'appelle le débit. Et à droite, les sorties, le crédit. Alors là, franchement, c'est complètement contre-intuitif. Ça l'est, au premier abord. La logique, expliquée dans le cours, est subtile. Il faut changer de point de vue. C'est-à-dire? On ne se place pas du point de vue de l'argent, mais de celui des relations de dette et de créance. Quand le caissier reçoit de l'argent pour l'entreprise, cet argent ne lui appartient pas. Il a une dette envers l'entreprise. Il est donc débiteur.
L'opération est donc au débit. Ah d'accord, je crois que je saisis. Et donc pour les sorties, quand il paie le loyer, il utilise l'argent de l'entreprise. Il a donc une créance sur elle, il devient créditeur de cette opération. C'est ça? C'est précisément ça. Chaque transaction est vue comme un contrat. D'ailleurs, les mots eux-mêmes ont une histoire. Libellé, ça vient du latin libellus, le petit livre, J'adore ces anecdotes. et solde, de l'italien saldare, qui veut dire souder un compte. On sent l'idée de clore quelque chose. C'est fascinant. Mais ce système, il avait un gros défaut, non? Si j'ai bien compris, c'était un cauchemar à lire. Un cauchemar, oui. Imaginez des centaines d'opérations. Une opération du 2 est à gauche, celle du 3 est à droite, celle du 5 repart à gauche. Pour savoir ce qui se passait au milieu du mois, il fallait tout recalculer à la main en zigzagant. Voilà. Suivre l'évolution de la trésorerie au jour de jour, c'était juste impossible. Ce qui nous amène logiquement à l'évolution suivante. Le problème, c'était la chronologie. Et la solution est donc un format qui la respecte. Le compte à colonnes marié ou jumelé. Rien que le nom, plus sympa. Et la structure, elle est bien plus intelligente. On abandonne la séparation gauche-droite. On a maintenant une seule liste d'opérations, bien classée par date. Ça, c'est la première victoire. D'accord. Et pour chaque ligne, on a une colonne débit, une colonne crédit. Mais la vraie révolution? Ce sont les colonnes pour le solde. Exactement. Et ce solde, on le calcule après chaque opération. C'est ça le changement majeur. On a une vision en temps réel. Le premier, on a 5000 soldes, 5000. Le 3, on sort 2000. Le solde recalculé est de 3000. Et ainsi de suite. Absolument. Et en termes de gestion, ça change tout. J'imagine. Avant, un directeur naviguait à l'aveugle jusqu'à la fin du mois. Avec les colonnes mariées, il peut voir le 15 du mois qu'un gros achat prévu la semaine suivante va le mettre dans le rouge. Il peut anticiper. Il peut piloter. La compta devient un outil du présent et plus seulement un enregistrement du passé. C'est beaucoup plus puissant, oui. La comptabilité devient un tableau de bord. Et pour le compte caisse, le cours rappelle une règle de bon sens. Son solde doit toujours être débiteur. Ou nul. Ou nul, oui. Logique, on ne peut pas sortir plus d'argent qu'il n'y en a dans le tiroir. C'est un garde-fou physique. Pour la banque, on va voir que c'est une autre histoire. Mais avant ça, il reste une troisième forme. Oui. Le format marié a l'air parfait pour le suivi pro, mais c'est un peu dense avec toutes ces colonnes. Pour enseigner les bases, ça doit être lourd. C'est exactement le problème. Quand on fait un exercice avec 20 comptes qui interagissent, dessiner 20 tableaux comme ça prend un temps fou. C'est pour ça qu'on a créé une version simplifiée, purement pédagogique. Le fameux contenté. Le fameux contenté. Sa forme est d'une simplicité enfantine, un T majuscule. Le nom du compte au-dessus, débit à gauche, crédit à droite. On y met juste les montants, sans date, sans calcul de solde intermédiaire. C'est un outil pour penser, pour visualiser rapidement les flux. On fait les totaux de chaque côté, on calcule la différence et on l'inscrit du côté le plus faible pour retrouver notre fameux équilibre. C'est une version épurée qui va droit au but. C'est ça, on perd l'info chronologique, mais on gagne en clarté sur le mécanisme. C'est un outil d'analyse, pas de gestion. Et pour le solde, la formule est simple. Total débit moins total crédit. Si le résultat est positif, le solde est débiteur. Et s'il est négatif, le solde est créditeur. Comme on l'a dit, une caisse ne peut être que débitrice. Mais une banque? Ah oui, et c'est là que j'aimerais qu'on s'arrête une seconde. Je vous écoute. Dans la vie de tous les jours, sur mon application bancaire, quand je reçois mon salaire, je reçois une notification. Votre compte a été crédité. Mhm. Pourtant, on vient de dire que les entrées, c'est le débit. C'est l'inverse. Comment c'est possible? C'est une excellente question. Et c'est la confusion classique. On tombe tous dans le panneau. Tout le monde. La réponse est simple. De quel point de vue parle-t-on? D'accord. Quand on regarde son application, on ne voit pas sa comptabilité. On voit celle de la banque. Pour la banque, l'argent que l'on dépose chez elle est une dette. Elle nous doit cet argent. Donc, du point de vue de la compta de la banque, notre compte client est un compte créditeur. Et quand on dépose de l'argent, sa dette envers nous augmente, donc elle crédite notre compte. Exactement. Ah, tout c'est clair. C'est fascinant de voir comment le même événement a deux écritures inverses selon le côté où l'on se place. C'est le cœur du système en partie double. Revenons à l'exemple de l'entreprise Atlas et de son compte en banque. Le 1er octobre, elle ouvre le compte avec 5 000. Débit, son solde est débiteur de 5 000. Elle est en positif. D'accord. Puis des retraits, des versements. Le solde fluctue, mais reste débiteur. Et puis, le 16 octobre, alors que le solde est à 4 000, l'entreprise achète des actions pour 5 000. Ce qui est une décision un peu audacieuse. 10 ans. En total, le calcul est vite fait. 4 000 moins 5 000, ça fait moins 1 000. Le solde bascule. Il devient créditeur de 1 000.
En langage courant, elle est à découvert. Le solde créditeur pour un compte en banque, c'est le mot chic pour découvert. Précisément. Et c'est possible parce que la banque, contrairement à une caisse, autorise cette situation. C'est un crédit qu'elle accorde. D'accord. Et l'exemple continue. Le 20 octobre, un autre retrait de 3 000 aggrave le découvert, qui passe à moins 4 000. Heureusement, ça s'arrange plus tard. Oui, un gros versement l'a fait repasser dans le vert. À la fin du mois, le solde est débiteur de 20 000. L'exemple était vraiment là pour montrer que le solde d'un compte peut changer de nature en cours de route. Et que cette nature dépend des règles du jeu du compte en question. La compta ne fait que retranscrire la réalité de ces règles. D'accord. Je pense que l'image est beaucoup plus claire. Pour résumer, on a vu qu'un conte, c'est un tableau qui raconte une histoire spécifique. C'est ça. Que sa forme ait évolué d'une vision statique à une vision dynamique pour la gestion, et enfin à une version épurée en T pour la pensée. Mais le fil rouge, c'est cette danse entre débit et crédit, Cette recherche constante d'équilibre. qui n'est pas seulement mathématique, mais presque philosophique. Et si on prend encore plus de recul, il faut voir que cette structure logique, c'est l'ADN de toute l'économie moderne. Chaque bilan, chaque transaction, chaque ticket de caisse repose sur ce principe où un débit dans un compte trouve toujours un crédit équivalent dans un autre. C'est ce qui rend le système vérifiable et universel. C'est un langage qui a permis de construire la confiance nécessaire au commerce à grande échelle. Il garantit que l'histoire racontée par les chiffres est complète. Vu comme ça, on est loin de l'image poussiéreuse du comptable. Ce qui m'amène à une dernière pensée pour la route. Ah, Ce système de débit et de crédit, c'est donc une méthode rigoureuse pour raconter l'histoire des flux de valeur. oui, De nos jours, on parle beaucoup de dette carbone, de capital social. Si on devait appliquer cette logique implacable à d'autres domaines, si on tenait un contenté de notre impact sur la planète ou de nos relations avec nos proches, quelles seraient les opérations qu'on inscrirait au débit, celles qu'on mettrait au crédit, et surtout, quel en serait le solde final ?